Notre vie vaut ce qu'elle nous a coûté d'efforts. Cette citation de François Mauriac traduit à souhait le parcours exceptionnel d'un natif de la campagne qui aujourd'hui tutoie les hautes sphères de l'économie mondiale. Chers amis téléspectateurs, Justin Damo Barrow est notre invité du jour. Nous sommes chez lui au quartier Zone du Bois de la ville de Ouagadougou. Bonsoir, M. Barrow. Bonsoir, monsieur. Merci de nous accueillir chez vous. Le nom Barrow, y a-t-il une signification particulière? Permettez-moi de vous remercier d'ailleurs avant de vous répondre pour l'honneur que vous m'avez fait, pour l'opportunité que vous me donnez de m'entretenir avec vous pendant 1 heure à peu près. Le nom Barrow, non, chez nous, le patronyme n'a pas une signification particulière. Elle a la signification de vos ascendants, que les ascendants ont bien voulu leur donner. Et nous sommes patrilinéaires. L'enfant prend le nom de son papa. D'accord. Parce qu'habituellement, il y a des noms qui ont un sens. On peut dire soit c'est des forgerons, soit c'est des potiers, soit c'est des archers. Voilà, à travers le nom, on remonte la lignée un peu pour savoir ce qu'ils faisaient auparavant. C'est vrai. Non, chez nous, le nom Barrow n'a pas une signification particulière. Elle n'inclut pas, elle n'insinue pas un métier ou une profession sous-jacente. D'accord. Ce qui varie par contre, ce qui a toujours une signification, c'est le prénom. Le prénom, donc Damo. Voilà, le Damo ou autre. Mais on réfléchit bien avant de le choisir selon le contexte. Et ça voudrait dire quoi, Damo? Non, chez moi, Damo, c'est le nom d'un fétiche Bobo Dioulasso, notamment de Koumi. Un fétiche Bobo de Koumi qui se manifeste sur demande donc, des habitants ou du chef d'une région, d'un village. Et l'année où ça s'est manifesté chez nous à Toussiana, si vous êtes né cette année-là, vous prenez automatiquement, on vous donne le nom Damo. C'est comme ça que... Et c'est unisexe, j'allais dire. Je vois. Les femmes, les hommes, tous ont le nom Damo. D'accord. Il y en a qui disent Damou. Damou, d'accord. Voilà. Donc, tout au long de ces 52 minutes d'émission, nous allons feuilleter les différentes pages de votre vie. Le but, à travers cela, serait de pouvoir bénéficier de votre riche expérience et permettre justement à la jeune génération de pouvoir tirer enseignement des leçons de vie que vous pourriez leur donner. Mais avant d'aborder l'émission à proprement dit, nous allons suivre la Bio Express qui présente un tant soit peu qui vous êtes en 2 minutes. Suivant. Il est l'un des plus grands économistes au monde. Justin Damo Barrow a fait ses preuves en tant que gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, et président de la commission bancaire UEMOA de 2005 à 2008. À la BCAO, il a d'abord été vice-gouverneur de 1996 à 2005. Il faut remonter jusqu'en 1978 si l'on veut parler des grands débuts professionnels de Justin Damo Barrow. Il est alors en service à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Le travail bien fait est son credo et très vite il sera reconnu. En 1979, il devient directeur du budget à la Direction générale du budget. En 1983, il passe ministre chargé de l'économie et des finances et dans le même temps, il sera gouverneur pour le FMI et la Banque mondiale, gouverneur pour la Banque africaine de développement, gouverneur pour la Banque islamique de développement, président du Conseil des ministres du Fonds de la CEDEAO. Justin Damo Barrow sera également conseiller économique du président du Faso de 1987 à 1996, fonction qu'il reprendra entre 2009 et 2015. Les compétences de Justin Damo Barrow seront sollicitées dans le même temps par la Banque mondiale en tant qu'analyste financier. L'UEMOA et la BCAO ne sont pas en reste et font aussi appel à lui et la suite, vous la connaissez.
Officiellement à la retraite, Justin Damo Barrow est plus que jamais actif. Il est le fondateur du bureau d'études Cogent International Consulting Group depuis 2014. Notre invité du jour est aussi président du conseil d'administration de United Bank for Africa, UBA, et administrateur représentant le groupe B des États africains, membre de la Banque islamique de développement filiale ICD. Marié et père de 5 enfants, Justin Damo Barrow est venu au monde en 1952 dans la localité de Nyanaba, village de Toussiana. Il a été fait officier de l'Ordre national de Burkina en 2004, puis commandeur de l'Ordre national de Burkina en 2010. Le Bénin a aussi salué les mérites de M. Barrow en le faisant commandeur de l'Ordre national à Cotonou en 2008. L'émission Leçons de vie est très heureuse de recevoir aujourd'hui celui qui est à la fois juriste d'affaires et économiste hors pair, diplômé de l'Université de Poitiers en France et de l'École nationale du Trésor de Paris, et aujourd'hui un modèle pour des millions de jeunes. Cette bio, selon vous, présente-t-elle un aperçu de qui vous êtes? Oui, assez fidèlement. Qu'aurions-nous pu ajouter pour rendre un peu parfait la bio? Non, j'avoue, personnellement, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Ça correspond exactement à ce que j'ai sur mon CV. D'accord. Dans le cadre justement de la préparation de cette émission, nous avons dû rencontrer des personnes qui vous connaissent tant bien que mal pour nous parler de vous. Suivons ces personnes. J'ai connu Justin au moment de ce que les gens appellent ici la Révolution. Il était alors ministre des Finances. Et notre rencontre s'est faite de manière assez particulière parce que le journal Citoyen, je crois, qui appartenait au gouvernement, l'avait taxé de bourgeois, n'est-ce pas, alors qu'il était ministre des Finances de Sankara. Tout simplement parce qu'il portait des chemises griffées. Alors, comme moi-même, j'adore les chemises griffées et que j'aime les gens bien habillés, j'ai pris contact avec lui pour le féliciter. Et c'est ainsi que nous sommes devenus amis et on ne s'est pas quittés depuis longtemps. Bon, je l'ai rencontré la première fois par l'intermédiaire d'une amie à moi qui s'appelle Diallo Man, qui est Madame Ouedraogo maintenant. Bon, j'étais en vacances, parce que moi j'étais encore étudiante, j'étais en train de finir, mais j'étais encore étudiante. Et je suis passée au ministère des Finances, je crois qu'à l'époque il était directeur du budget et il travaillait avec ma copine, c'est comme ça, c'est la première fois qu'on s'est vus. Je le connais très bien depuis 2017, mais bien avant. J'ai entendu parler de lui, je l'ai déjà rencontré en fait pour remettre un dossier parce que je cherchais du travail dans les années 2010, 2012 par là. Donc je suivais un peu et c'est là que je l'ai côtoyé pour la première fois. Je connais M. Damo Barrow Justin depuis les années 84, les années de la Révolution. Parce qu'il a été ministre avec Thomas Sankara. C'était une équipe de jeunes dynamiques qui nous inspirait dans la pensée, dans l'action, dans la vision des choses. Et je pense que de nos jours, ces pensées, ces actions et cette vision ou ces visions de Burkina Faso demeurent toujours. J'ai connu Damo Justin Barrow à partir de 1984. J'avoue que sur le plan scolaire, je ne l'ai pas connu. C'est seulement à travers, j'allais dire, les relations professionnelles. Et il était déjà ministre des Ressources financières sous la Révolution. Donc, il venait en tant que ministre des Ressources financières. Il était le président du Comité national du crédit. Et quand il venait à la BCEAO, j'étais encore cadre. Donc, c'était à l'occasion que je l'ai connu. Je l'ai côtoyé dans les cadres professionnels, voilà, au niveau d'une institution bancaire et dont il est le président du conseil d'administration. Cela remonte aux années 2010. Voilà. Ça fait maintenant plus de 9 ans que je le côtoie.
Eh bien, après ces différents témoignages, nous allons aborder la première partie de cette émission qui porte sur votre vie professionnelle. La partie justement émergée de votre vie, celle-là que tout le monde voit. Vous avez occupé de nombreuses fonctions, de nombreux postes, mais quel aura été le poste qui vous a le plus marqué? Merci beaucoup. C'est toujours une question. Je me rappelle il n'y a pas longtemps KPMG qui m'interviewait pour un job. M'a demandé. KPMG, c'est un cabinet d'expertise comptable. Exact. Ouais, qui procède également, qui fait des recrutements au plan international. Ils m'ont posé la même question. Mais je vais vous dire très franchement que j'ai eu une vie professionnelle très, très tumultueuse où j'avoue, parce que je suis un passionné par rapport à ce que je fais. Mais là où j'ai été marqué très sérieusement, c'était la commission de l'UEMOA, parce qu'il y avait un challenge. On nous a remis les documents portant création de l'Union monétaire ouest-africaine, monétaire économique ouest-africaine, et on nous a dit, bon voilà, allez-y nous faire tourner tout ça. Et nous avons pris, nous nous sommes isolés donc à Dakar, avec le premier président de l'Union économique et monétaire qui était M. Ousmane Seck, paix à son âme, il nous a quittés il n'y a pas trop longtemps. Et nous avons procédé on a designé un peu l'organigramme, on a découpé cela en postes, on a découpé les postes en divisions, en services, et nous avons décrit un peu ce que chaque agent au niveau, à la tête de ces différents services, devait exécuter comme tâche. Ce n'est pas un petit problème. C'est même un travail qui est fait d'habitude par des spécialistes. Mais nous l'avons fait, comme je dirais, la citation que j'aime bien souvent sortir, c'est nous l'avons fait parce que nous ne savions pas que c'était impossible. Nous l'avons fait. Et voilà, la commission de l'UEMOA est aujourd'hui en place. Je pense qu'elle tourne à la satisfaction de ses créateurs. La Banque centrale reste un élément très important également, un grand défi. Eu égard au prestige de l'institution monétaire, et c'est l'institution de laquelle personne ne reste indifférent, parce que chacun a toujours un petit billet de banque dans sa poche ou une pièce. Donc, c'est là d'ailleurs que j'ai le plus duré dans toute ma carrière. À la Banque mondiale, je suis resté 7 ans, mais à la BCEAO, je suis resté quand même 12 bonnes années, de 1996 à 2008. Donc, ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué. Et j'ai eu des occasions réellement fantastiques de m'épanouir là-dedans. Parce que j'aimais bien le boulot. Et à ce poste, c'était toujours très difficile, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça la vérité, c'est ça qu'il faut. Au tout début, vous aviez voulu être juriste. Vous avez d'abord fait des études de juriste avant de virer sur l'économie. Qu'est-ce qui a fait le déclic? Alors, nous étions 3 au collège de Tounouma à nous enfoncer dans des études de droit. Il y avait Toé Badou Émile, un jeune frère à Toé Jean Badou, que vous connaissez très probablement, un professeur. Ensuite, il y avait Sommet Bignon, lui, paix à son âme parce que lui n'est plus. Et puis moi, nous avons commencé. Et très rapidement, donc, on a conclu ça. Les autres, les 2 sont partis dans la magistrature. Et moi, j'ai préféré aller à l'école du Trésor de Paris. Voilà où se trouve donc le virage, où j'ai fait donc l'école nationale des services du Trésor de Paris. Alors, on se rappelle également que vous avez été ministre de l'économie et des finances sous la Révolution. Cette partie de l'histoire du Burkina si particulière. Pouvez-vous nous raconter un peu le contexte dans lequel vous avez travaillé et un peu, voilà, quels étaient les challenges à cette époque? C'était un moment également épatant, c'était palpitant. C'est-à-dire que lorsqu'on est en contact dans une équipe menée par le président Thomas Sankara,
on ne peut pas être indifférent, on ne peut pas être froid, on ne peut pas être tiède. Il faut être chaud, il faut que ça bouge. Et nous avons fait des choses, et je répète encore ma fameuse citation, on ne savait pas que c'était impossible, c'est pourquoi on les a faites, hein, ces choses-là. Alors, ça a été un moment très difficile. D'abord, j'ai été pris comme secrétaire d'État chargé du budget. Parce qu'on m'avait proposé le poste de ministre directement. Et je leur ai dit, attendez, je suis trop jeune et j'estime que mon expérience n'est pas suffisante. Je préfère autre chose. Mais je suis à votre disposition pour servir le pays. On m'a demandé, bon, c'est pas grave, vous avez quand même une connaissance des hommes. Est-ce que vous pouvez nous proposer quelqu'un d'autre? C'est comme ça que j'ai cité, vous m'excuserez de ne pas donner tous les noms, mais j'ai amené des noms. Et les deux ont été consultés, ça n'a pas marché. En définitive, c'est un de mes aînés, Pascal Sanou, là je le donne parce qu'il est burkinabé, il est là, il est à Ouagadougou. Pascal Sanou a accepté donc le poste et j'ai été son secrétaire d'État. Voilà un peu le truc. Alors, là, ça a été très dur parce que le pays était à la recherche d'un équilibre instable. Un équilibre réellement instable parce que on avait en conseil des ministres Thomas Sankara. Et quand j'étais secrétaire d'État, il y avait Jean-Baptiste Ouédraogo, le président Jean-Baptiste Ouédraogo, et chacun s'asseyait de l'autre côté de la table, face à face. Thomas Sankara un peu avec ses hommes autour de lui, et Jean-Baptiste Ouédraogo avec ses hommes autour de lui. C'était un peu une espèce de confrontation. J'avoue, c'était souvent tendu. C'était très difficile. Petit à petit, il y a eu donc ce que vous connaissez, le CSP2, et puis après le CSP2, il y a eu le CNR. Et le CNR, on ne m'a même pas consulté. Là, j'ai appris devant la télévision, comme tout le monde, que j'étais nommé ministre des Ressources financières, qui était donc l'équivalent du ministère de l'Économie et des Finances. Ce que j'ai géré, c'était toujours... il y avait beaucoup d'opérations commando. Je me rappelle, et ça je le racontais encore hier soir, j'étais avec des amis dans un restaurant, et là, le président, lorsqu'une idée lui passe à la tête, le président Thomas Sankara, il m'appelle. À 2 heures du matin, téléphone sonne. Barreau, tu peux venir? Je vais. Écoute. Il n'y avait pas d'heure de travail? Non. On vient, la Côte d'Ivoire vient d'annoncer que la gestion du chemin de fer est divisée en 2. Je vais, et pour y aller, c'était toujours compliqué. Il n'y a pas de chauffeur, donc à 2 heures du matin, vous allez trouver un chauffeur où? Donc, je vais moi-même, je conduis, et j'arrive au palais, et on m'arrête. On me dit, éteignez les phares, éteignez le moteur, coupez le moteur, descendez, donnez le mot de passe, ainsi de suite. Or, c'est lui qui vous a fait appeler. Mais vous devez vous décliner tout, exact. Et vous marchez donc les mains en l'air, vous arrivez, et puis bon, voilà. Généralement, les premiers instants, il dort un peu, et puis après, il lui suffisait de 2 ou 3 secondes de sommeil comme ça, et puis il est debout. Il a récupéré. Et c'est vous qui avez des problèmes. Alors, je lui dis, mais, camarade président, où se trouve le ministre des Transports? Ah, c'est vrai. Parce qu'il aimait un peu travailler avec les gens avec qui il avait des atomes crochus. J'ai l'impression. Je ne dis pas qu'il n'avait pas d'atomes crochus avec le ministre des Transports, mais en tout cas, voilà un peu comment les choses se sont passées. C'était très, très difficile. Je me rappelle encore, ce qui concerne le marché, Rorogo, que j'ai fait construire, mais tout ça, c'était nuitamment, 1 heure du matin, 2 heures du matin. Ça, Rorogo, politiquement, ce n'est pas joli à voir. Il faut que demain, tu prennes ton bâton de pèlerin et que tu nous trouves l'argent pour reconstruire le marché, Rorogo. Ce que j'ai fait. De Gaulle, que vous connaissez, l'avenue de Gaulle, c'est moi qui l'ai baptisé très modestement, avec un directeur de
l'agence française de développement, ça ne s'appelait pas à l'époque comme ça s'appelait la Caisse centrale de coopération économique. Et le monsieur s'appelait Père Dieu du Charlat, je ne peux pas oublier son nom. C'était mon voisin d'ailleurs. Donc, c'est avec lui que j'ai pu mobiliser les ressources pour financer le marché Rorogo tel qu'il est actuellement. Et quelles sont les qualités professionnelles qu'il vous a fallu développer pour pouvoir être à la hauteur de ces différentes missions? Lorsque vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous vous dites pour garder l'esprit à un certain niveau afin de pouvoir assumer avec compétence vos différentes fonctions? Alors, comme je vous ai dit, c'est que je suis un homme passionné. J'aime pas les choses à moitié bien faites. C'était un peu cela. Et cela coûte du boulot, des sacrifices et des efforts absolument illimités. C'est cela cet aspect qu'il faut développer. Il faut d'abord la passion. Il faut la passion. Et dans la passion, on ne sait pas s'arrêter. À des heures impossibles, on travaille. On travaille pour finir. Et finir, pas finir n'importe comment. Finir bien. Vraiment, il faut que ce soit il n'y a pas d'aspérité. Tout est net. Avant justement de continuer, nous allons pouvoir suivre une vidéo où témoignent des personnes qui vous ont côtoyé sur le plan professionnel. J'ai une très bonne impression de lui dès la première rencontre parce que quand je suis rentrée dans son bureau, j'ai vu une table simple, sans trop de documents là-dessus, avec un petit frigo de côté. Donc, il m'a offert de l'eau glacée. Et lui-même, il a sorti un bidon de la fille, un petit bidon de la fille non glacé. Donc ça m'a déjà... Ça me montrait comment, sa simplicité. En fait. J'ai trouvé, mon premier contact avec lui, j'ai trouvé un homme simple. Bon, je dirais que mon premier contact avec M. Barrow a été de le solliciter pour qu'il nous assiste pour la réalisation d'un plan d'affaires. Et à ce niveau, ce qui m'a étonné, c'est sa capacité d'attention, ce qu'on appelle l'écoute active. Donc il vous écoute, il vous laisse parler jusqu'au bout, il vous pose des questions qui vous amènent à parler davantage, et à la fin, il prend les sujets sans difficulté, et il est toujours prêt à vous accompagner. Et ça m'a rappelé l'attitude des révolutionnaires dans le Soudan. Ils sont modestes, ils sont très courtois, mais ils sont très engagés. Parlant de ses qualités de façon spécifique, je dirais que c'est un homme qui est intègre, c'est un homme qui a beaucoup d'humilité. Il a aussi le sens de la conciliation. Pour l'avoir beaucoup côtoyé, c'est ce que je retiens de M. Damo Justin Barrow. J'ai trouvé un homme, j'allais dire, compétent dans le domaine financier et monétaire, et aussi un homme d'accès facile, que vous soyez petit ou grand, il vous considère sur le même pied d'égalité. Donc sur ce plan-là, j'ai beaucoup apprécié mes rapports avec lui. Première qualité professionnelle, la rigueur. Et c'est un homme très avisé et serein, et avec qui il est vraiment agréable de travailler. Parce que depuis que je travaille avec lui, même en situation d'urgence, il a de la sérénité. Voilà, quand on commence à s'exciter un peu sur quelques dossiers, il tempère. Il aime son travail et il est altruiste. C'est-à-dire que vous venez à lui, tant qu'il peut faire quelque chose, il le fait. Mais il aime la ponctualité, il aime être ponctuel. Moi, je me rappelle que quelquefois, quand on se donne rendez-vous et j'arrive en retard, voilà, il est sur le nerf. Non, et ça, c'est tout à fait juste. Alors, on raconte que quand il était vice-gouverneur de la Banque centrale, vous savez, l'institution avait à coutume de donner des cadeaux de très grande valeur aux premiers responsables en fin de mission.
Il semble que M. Barrow a été... disons, il a créé l'incident parce qu'il a refusé ces cadeaux-là. Voilà. Je peux vous dire que c'est... En termes de cadeaux, en fait, c'est des objets de très grande valeur, voilà, que l'institution donne à ses premiers responsables en fin de mission. Donc il a décliné cette offre-là, pour des raisons d'éthique, quand bien même c'était une coutume pour l'institution de donner des cadeaux, voilà, à ses premiers responsables qui sont en fin de mission. Il n'a pas voulu. Et ça, je pense que c'est un fait et qui est tout à son honneur et qui mérite d'être élevé. Après justement cette première partie sur votre vie professionnelle, nous abordons la deuxième partie qui va porter sur votre vie en famille et votre vie en société. C'est quoi pour vous la famille? Mais pour moi, la famille est sacrée. Mon épouse, mes enfants, c'est un peu mon tout. Et je me dis, il ne sert à rien de gagner sa vie d'une manière ou d'une autre si vous venez à perdre ces jeunes que le Tout-Puissant vous a confiés et vous n'en faites pas des hommes utiles à eux-mêmes d'abord, à leur famille, à leur pays, à leur continent, l'Afrique et au monde entier. Ben, je me suis évertué à faire ça et cela m'a coûté très, très, très cher. Vous avez justement 5 enfants. J'ai 5 enfants. 5 petits-enfants. 5 petits-enfants. Comment est-ce qu'on s'y prend pour réussir l'éducation de ces 5 enfants? Alors, c'est cher, c'est vrai. La première est aujourd'hui à la BCB. Elle a fait ses études, ils sont tous bilingues. Elle a fait le Ghana, Cape Coast, au Ghana. Et elle travaille à la BCB. Et celui qui vient après elle, lui, il est expert comptable, diplômé. Et il était à Londres. Le Brexit l'a ramené à Paris. Il est là-bas, M. Debrouille. En tout cas, ils sont tous. Et ceux qui ont fini sont à leur propre charge. Je n'ai plus rien à payer pour eux. La troisième, c'est une fille, est mariée à Paris, en France. Elle a 2 gamins. La première, qui est à la BCB, c'est la première de mes enfants. Elle a 2 petites filles. Ça, vous voyez déjà, ça me fait 4. Et cette première travaille à Paris. Elle a commencé par BNP Paribas avant d'être dans une officine un grand laboratoire de médicaments en France. Elle travaille là. Bon, elle a trouvé que c'était moins angoissant, moins stressant que dans une banque. Elle a donc ces 2 gamins. Ensuite, celui qui vient après elle, il est aux États-Unis, à Boston. Il a fait ses études là-bas. Et il est actuellement, il a un contrat comme enseignant de finance à l'université University of Massachusetts. Il est à Boston. Et la dernière, elle est là d'ailleurs, en ce moment avec nous. Elle est en train de finir un MBA en International Management. Donc, je pense qu'ils sont tous, ceux qui n'ont pas encore fini, je pense qu'ils vont terminer en beauté et que cela leur permettra, eu égard donc aux carrières estudiantines qu'ils ont embrassées, ils pourront, je pense, se débrouiller. Apparemment, vous sembliez influencer tout le monde pratiquement parce que ils sont pratiquement restés dans le giron de l'économie et des finances. Je ne vous dis pas, c'est une catastrophe. La dernière, elle a commencé à Boston par mathématiques pures et économétrie. Et puis, bon, elle a glissé vers la gestion internationale, international management. C'est vrai, là aussi. Elle a eu un très bon bac, je me suis dit, et je lui ai dit d'ailleurs, je souhaiterais que tu fasses médecine. Elle m'a dit, moi je veux faire. Bon, mon principe, c'est de ne pas intervenir, influencer le choix d'un enfant qui va, s'il ne réussit pas, qui va dire, bon d'ailleurs même, c'est papa qui m'a dit de faire ça, sinon moi-même, ce n'était pas mon choix. Je ne veux pas leur donner cet argument trop facile. Donc, choisis ce que tu veux faire, et sois le meilleur dans ce que tu as choisi. Voilà le principe. Au regard des fonctions que vous avez occupées,
ces enfants auraient pu être des fils à papa ou des enfants gâtés. Comment est-ce que vous vous arrangez pour qu'ils puissent rester dans le chemin que vous leur avez tracé? Quelles sont les valeurs fondamentales que vous leur avez inculquées? Alors, les valeurs fondamentales que je leur ai expliquées, c'est effectivement de donner la valeur à chaque chose que vous avez. C'est d'apprendre à vivre, à faire les sacrifices qu'il convient, en leur montrant que la vie ne sera pas toujours comme un long fleuve tranquille. Donc, leur apprendre cela. Je ne les fais pas souffrir, mais je ne les mets pas dans une situation où ils font de l'exhibitionnisme. Est-ce que ce n'est pas plaisant pour eux d'être les enfants d'amour? Possible. En termes de travail, d'objectifs attendus vis-à-vis d'eux? Tout à fait, non, c'est vrai. J'ai un ami qui m'a dit, mais toi, tes enfants, il n'y a pas de problème là, parce qu'ils n'ont pas eu de problème. J'ai dit non, ils ont des problèmes de tous les enfants. À la résidence à Dakar, aucun n'est resté. Dès qu'ils ont eu le bac, je les ai envoyés loger dehors comme les autres étudiants en leur donnant un peu d'argent. Sauf qu'ils peuvent venir le week-end à la maison, ils ont cette possibilité. Mais ils ont quitté la maison, la résidence, pour aller se débrouiller comme les autres. C'est vrai, c'était un peu pesant pour eux. C'est vrai que, vu là où j'ai mis la barre, pour eux, c'était peut-être un peu compliqué. Mais ils ont tous eu du mérite. Il n'y a pas un qui a été particulièrement médiocre. D'accord. Et je suis heureux de voir que la dernière, en tout cas, c'est une des plus brillantes de la famille. Même en maths. Okay. Et votre femme, comment est-ce que vous la rencontrez? Ben, vous avez pratiquement raconté le truc. J'avais comme employé agent dans mon service, j'étais directeur du budget. J'avais donc sa copine qui était donc Diallo Ma, qui est devenue Madame Ouedraogo. Et elle est venue en vacances et elle est passée à la direction pour rendre visite à sa copine. C'est là que je l'ai vue, elle m'a vu et nous avons regardé dans la même direction. Ok, un économiste qui drague, ça peut ressembler à quoi? Non, à quelque chose de tout à fait simple. Vous avez l'habitude des chiffres, pas des lettres. Absolument ceux qui soient familiarisés aux lettres, un peu plus d'aisance. C'est vrai, c'est vrai. Mais non, ça se passe aussi simplement que le commun des mortels. D'accord. Ouais, et tout s'est bien passé? Tout s'est très bien passé. D'accord. L'on vous dit très pieux. Pratiquement chez vous, il n'y a pas de photo, ni de vous, ni de votre femme, ni de vos enfants. Il n'y a que la photo du cardinal. Est-ce qu'il y a-t-il un message particulier que vous voudriez faire véhiculer, que vous voudriez véhiculer à travers cela? Mais le cardinal Ouedraogo est un ami de longue date. Et cette photo, je crois que c'est lui qui me l'a donnée. Et je l'ai encadrée, je l'ai mis chez moi. Je n'aime pas trop le culte de la personnalité. Je préfère les tableaux dans lesquels chacun peut s'identifier, chacun peut voir des valeurs, mais le culte de la famille, la personnalité, pour tout le monde, non. Je peux personnaliser ma maison, là où j'habite, le salon où je vis. Peut-être qu'on peut avoir une petite photo avec mon épouse. En dehors de cela, non, j'aime pas trop les affiches. Okay. Nous allons à présent suivre une vidéo, témoignage de votre épouse et de l'un de vos amis. Suivons. Bon, au quotidien, c'est l'homme africain. Hein, au début, bon, voilà, on a eu, comme on dit, nos hauts et nos bas. Et si nous sommes toujours ensemble 39 ans après, c'est que les choses vont bien. En tout cas, il y a un grand équilibre qui est atteint. Il est très intelligent et quand on discute, il est capable de comprendre, d'accepter. Et souvent, et là, bon, lui comme moi, je crois qu'il doit avoir un peu peur de vieillir, certainement. Il a toujours de petits médicaments qui me passent et que je prends avec beaucoup de bonheur. Je ne sais pas s'ils sont efficaces, mais ils sont toujours bons. Et voilà, les anecdotes, vraiment, c'est surtout
Et souvent, on aime bien se promener ensemble, la nuit, faire le tour du pays, un peu de Ouaga, qui change beaucoup, qui a beaucoup changé et qu'il me fait découvrir. Voilà ce que j'ai à dire de l'homme et de ses qualités. Bien sûr, il a une famille très agréable, sa femme que j'apprécie beaucoup, et ses enfants également, et qui est très famille. Et il tient beaucoup à sa famille, c'est important. En tout cas, je sais qu'il est tenace, ça c'est sûr, il adore son métier. Et puis, je le connais suffisamment, je sais que c'est quelqu'un, c'est un bosseur, c'est un travailleur, surtout dans son domaine, les finances, l'économie. Et puis, ce que les gens oublient, c'est qu'à la base, c'est un juriste. Donc, tout ça, l'un dans l'autre, c'est quelqu'un qui maîtrise ces sujets. Quand le débat porte sur les finances et l'économie, là, on ne peut plus l'arrêter parce qu'il est très prolifique. Voilà. Je sais qu'il adore ce métier, il adore ses enfants. Et puis, bon, on est à la retraite depuis 6 ans, hein, lui 7 ans. Mais il continue à travailler. Je pense qu'il le fait pour sa famille, parce que c'est un monsieur qui est très famille. Bon, peut-être que malheureusement, on ne lui rend pas trop bien, mais il est très, très famille. C'est quelqu'un qui est capable de remuer ciel et terre pour s'occuper, parce qu'il y a un frère ou son fils qui a des problèmes, ou sa fille qui a des problèmes. Ça, je le sais. Et même moi. C'est un homme de grande qualité et qui peut servir d'exemple à la jeunesse. D'abord par son parcours, par ses idées. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, ça importe peu d'ailleurs, au point où en sont les choses, qu'on soit d'accord ou pas, l'essentiel c'est que ça avance. Mais on a en commun une pensée commune, une recherche, la recherche d'une idée, la recherche d'une pensée. Et dans ce domaine, il fait très très bien. Et je crois qu'il pourra servir d'exemple aux jeunes et aux plus jeunes, tous ceux qui auront à porter le poids du XXIe siècle. Je me rappelle très bien, on faisait le marché ensemble, on mangeait ensemble et tout. Et quand il a été nommé ministre sous le CNR, j'ai dit, c'était assez quand même prenant, assez chaud. Et puis, un ministère assez difficile, le ministère des Finances. Il était souvent absent. Je me rappelle même, j'ai un de mes enfants qui, quand il revenait de ses missions, parce que de moi, il part pour 2 mois aux États-Unis, 3 mois pour les négociations. Quand il revenait, ma fille l'appelait maman avant de... C'est pour dire qu'il était souvent absent. Mais bon, j'ai compris, hein, je suis une intellectuelle, je sais que... Bon, souvent, je n'arrive pas à comprendre, je le dis souvent à mes enfants, les femmes ou bien les hommes qui se plaignent, voilà, mon mari, il ne fait pas ça, il n'est jamais là et tout. Ben, s'il n'est jamais là parce qu'il travaille, moi, je ne trouve pas d'inconvénient. S'il n'est jamais là pour autre chose, mais s'il n'est jamais là pour amener quelque chose à manger à la maison pour l'éducation des enfants, pour son épanouissement, pour rendre service à son pays, je ne vois pas pourquoi je vais me plaindre. Hein. Non, non, je ne me suis jamais plaint. De temps en temps, je plaisante avec lui, je lui dis, bon, avant, on faisait le marché ensemble. Maintenant, bon, c'est qu'après les 5 ans au gouvernement du CNR, il a pris le pli, hein, c'est fini là. Voilà, c'est tout. Sinon, ça ne me dérange pas du tout. Justement, comment êtes-vous parvenu à concilier votre vie de famille et votre vie professionnelle pour qu'il n'y ait pas de couac? Parce que là, on se rend compte que vous avez très bien réussi côté famille, côté professionnel, vous avez également très bien réussi, alors que par moment, ensemble, on vouloir faire le sacrifice de l'un sur l'autel de l'autre. Oui, il faut surtout expliquer et ne jamais être absent. L'absence, la présence n'est pas seulement physique. Je suis à Washington et je l'appelle. Quelle que soit la situation, j'appelle pour dire, voilà, je suis là, je pense. En rentrant, j'achète soit une petite bouteille de parfum, un petit flacon de parfum, ou bien j'amène quelque chose qui montre à chacun des éléments des enfants que même jusqu'à... Là, j'étais à Jeddah, de retour, j'ai amené un parfum, j'ai amené pour ma fille un t-shirt avec des trucs, bon, voilà. Elle est là. Plus mes petites filles qui sont là, les 2 petites filles qui sont là. Les petits garçons vont arriver bientôt. Le dernier né est à Dakar, donc depuis hier. Il était aux États-Unis avec son père. Maintenant, bon, voilà. Il faut être présent. Avec tout ça, est-ce que vous avez du temps à consacrer aux amis? Est-ce que vous avez des amis? Absolument. J'ai des amis. On voit qu'il y a l'un de vos amis qui témoigne. La preuve, il y a M. Adotevi et il y en a d'autres. Mais j'ai pas... Il y a M. Adotevi qui est un ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies, un professeur, éminent professeur d'université.
J'en ai d'autres, des chauffeurs. Il y avait un qui était rentré tout à l'heure. Il est électricien. Les gens pensent même que c'est un barreau, tellement qu'il est à la maison, on mange ensemble. Quand je suis tout seul, célibataire géographique, comme j'aime à le dire, c'est mon épouse restait parfois à Dakar un peu longtemps. Ben c'est Traoré là que vous avez, qui est rentré tout à l'heure et puis qui est reparti, qui est avec moi. C'est mon tout. Il est marié, donc il ne dort pas chez moi ici. Il rejoint sa famille et j'exige qu'il soit souvent avec sa femme et ses enfants. Et quels sont les critères pour être un ami d'Adamo Barrow? Est-ce que vous avez des attentes particulières vis-à-vis de vos amis? Au niveau de mes amis, c'est la loyauté que j'aime. Hein, si vous êtes loyal et que vous me montrez que je suis un homme à considérer, vraiment, c'est ce que j'exige le plus. Ne pas mentir, ne pas chercher à faire un peu de roublardise. Dans tous les cas de figure, un ami à moi ne peut pas être comme ça. Parce que les amis sont le reflet de ce que nous sommes nous-mêmes. Alors, je fais tout pour qu'un ami soit un vrai. Et quand je vois que ça ne va pas, on ne force pas cela. Parce que je sais que je ne tiens pas, donc on n'ira pas loin ensemble. Très rapidement, on se lâche. Ceux qui viennent avec un objectif précis dans la tête, mais ça ne marche pas non plus longtemps. Donc, on est ensemble parce qu'on s'aime l'un l'autre, on a beaucoup de considération l'un pour l'autre. Voilà. Avec tout ce qu'on dit de bien sur vous, nous nous sommes laissé dire que ce n'est quand même pas un ange. Il doit avoir des défauts quelque part. Et nous avons essayé de fouiner, de rechercher, pour essayer de voir quels pourraient être vos défauts. Suivons. Bon, défaut, j'avoue que lui, il le sait. Je trouve qu'il parle trop. Je trouve qu'il parle trop. Mais c'est bien, hein? En Afrique, les gens aiment ça parce que, comme je vous ai dit au début, moi, je suis très casanière. Je n'aime pas trop même cet exercice-là. Vraiment, je fais un effort. Hein? J'ai travaillé pendant des années à la fonction publique, mais pour me voir à la télé, c'est compliqué. J'essayais toujours de me mettre dans le coin où on ne peut pas me voir. Mais moi, je trouvais au début qu'il parlait trop. Même là, je trouve qu'il parle trop. Parce que je trouve qu'avec l'âge, ça ne s'arrange pas. Parce que surtout quand on aborde son sujet, économie, finance, il ne faut même pas le faire. Bon, c'est bien, hein? Ça ne me gêne pas. Parce que quand ça me saoule, je me lève. Alors, quel commentaire? Bon, elle a raison. Elle a raison. C'est le passionné. Elle a raison, parce que je suis passionné. Voilà. Si vous rentrez dans la finance, si vous rentrez dans l'économie, vous me trouvez sur votre route. Surtout, n'essayez pas de raconter des inepties en faisant croire aux gens que c'est ça la vérité avec un gros V. C'est pas vrai. Je suis également naïf. Je suis un peu naïf. C'est pour moi, l'homme n'est bon et la société le corrompt, certes, mais quand je vous rencontre, je pars du fait que vous êtes bien. Jusqu'à ce que vous me démontriez que vous êtes mauvais. Mais il y en a qui réussissent à me rouler avant que je vous ne vous en rendiez compte. Voilà, je suis un peu comme ça. D'accord. Ouais. Ok. Eh bien, à présent, nous allons aborder votre enfance et l'éducation que vous avez reçue. Vous êtes né à Toussiana. Quels sont les souvenirs les plus anciens qui vous reviennent en tête de votre enfance dans cette localité de Toussiana? Ah, beaucoup de souvenirs. C'était... Bon, j'ai grandi dans une famille où mes parents, paysans, mais surtout dans le métier de la forge. Vous comprenez? Et j'ai l'habitude de dire que nous sommes les premiers ingénieurs et métallurgistes qui existent. J'ai appris qu'on a classé il n'y a pas longtemps 5 ou 6 villages oui, avec comme patrimoine. Ça m'a fait un peu piquant parce que chez moi, il y a des choses extraordinaires. Et j'ai commencé par là. Et si les frères religieux de Toussiana étaient coopératifs, mais ils ne sont même plus tellement là. Ils ont fait plein de films où je suis dedans. Donc, et en plus, j'avais peur des Blancs. D'accord. J'avais une peur... Et pourquoi? Qu'est-ce qui expliquait cela? Vous dites? Pourquoi? Qu'est-ce qui expliquait que vous avez peur des Blancs? Non, parce que pour Blancs? moi, c'est des espèces d'animaux assez extraordinaires. Un blanc, c'est un blanc. Et je ne comprends pas qu'un homme
j'ai vécu dans un milieu donc, où les gens ont la peau noire. Je ne comprends pas que des gens soient comme ça. Et pour moi, ce n'est pas normal. C'est peut-être des espèces de génies qui viennent d'ailleurs. Donc, c'est ce qui explique cette peur. Mais bon, ça s'est passé très rapidement. Très rapidement. Et quel type d'éducation vous ont donné vos parents? Alors, mes parents m'ont donné une éducation, surtout le respect des parents, le sacrifice et l'effort. Racontez-nous une anecdote où on a dû user de la chicotte parce que vous avez déconné. Ah oui, c'est ça. Bon, ben, je me rappelle un jour, je demandais des omelettes à mon papa, à ma maman. Et mon papa n'aime pas ça. Donc, il a dû me gifler ou me donner la fessée. S'il ne comprend pas, quand un enfant commence à demander c'est pas normal. Il y a cela. Et la petite anecdote que je retiens et que je ne peux pas oublier, c'est lorsque j'ai décidé d'aller à l'école. Mon papa ne m'a pas amené à l'école. Je me suis levé un matin d'octobre 1959 et j'ai dit à mon père, je vais à l'école. Quoi? Oui, je vais à l'école. Bon, il me dit, mais tu sais qu'à l'école, il y a des blancs? Il dit, ben, très probablement. Mais en fait, j'étais encouragé par mon cousin Germain qui partait, qui était beaucoup plus grand, il était plus costaud. D'ailleurs, il n'est pas resté à l'école. On avait trouvé qu'il fallait qu'il fasse des cours du soir pour compléter un peu et puis pouvoir rejoindre les gens de sa promotion. Mais on était au CP ensemble. Et je lui ai dit, écoute, en plus, j'ai aménagé mon histoire. Il dit, en entrant en classe, je vais m'asseoir à côté d'une fenêtre que je conserverai toujours bien ouverte. Si le blanc rentre, s'il bouffe un premier type, un premier garçon, il bouffe le second, le troisième, moi, je suis parti. Il me dit, ok, d'accord. Mais tu sais l'école? Il m'a dit, tu sais l'école? Ce n'est pas une histoire d'un jour. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui tu vas et puis demain c'est fini. Hein. Il dit non. Ce n'est pas une semaine. Hein. Il dit oui. Ce n'est pas un mois. Il dit oui. Ce n'est pas un an. Je dis oui. Donc, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Il dit oui, papa. Ok. Il a pris un billet de 25 francs. À l'époque, il y avait des billets de 25 francs. Il y avait des billets de 5 francs, 10 francs, 25 francs. Il a pris un billet de 25 francs. Il m'a remis. Et il m'a dit, ok. Bon, ben, du courage. Et je suis parti. Tu m'as dit, tu feras l'effort parce qu'il me dit, tu n'achèves jamais ce que tu commences. Là, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est comme ça qu'il me réveillait le matin pour aller à la messe. Le dimanche matin. Parce que pour lui, tout ça, c'est l'école. Donc, je suis allé à l'école dans une ambiance de ménage comme ça. Si je ne réussis pas, je ne peux pas revenir à la maison parce que mon père m'attend. Alors, la peur des Blancs m'a également stimulé. Et si je travaille mal, si les gars viennent commencer à me gronder ou à me frapper, ça ne va pas être bon. Donc, il faut les éviter en demeurant tout à fait parfait, en faisant en sorte qu'aucun argument ne leur permette de venir s'arrêter à côté de moi pour quoi que ce soit. C'est comme ça que j'ai fait le CP1, CP2, et puis après j'ai sauté le CE1, et puis après, tous les 1-1 là, j'ai sauté. D'accord. Voilà un peu l'école primaire. Ok. Et l'éducation un peu dans laquelle j'ai baigné, avec très peu de moyens. À l'école, comme je travaillais bien, à la fin de chaque année, tous les trimestres, tous les mois, il y avait des notes qu'on donnait. Et ceux qui travaillaient bien avaient droit à des habits. J'étais toujours bien habillé comme le fils d'un fonctionnaire. Mais en fait, c'était parce que je travaillais assez bien. D'accord. Après, justement, cette partie, nous allons aborder la rubrique Corbeille. Cette rubrique Corbeille, vous allez tirer un bout de papier et vous allez tomber certainement sur un gage où nous allons vous demander peut-être de chanter, de danser ou voilà, ce que vous allez tirer. Chant. Chant. Donc un chant du primaire ou un chant qui vous vient en tête. Alors, un chant du primaire qui me vient en tête. Ok. Le matin, tout resplendit, tout chante, la terre rit, le ciel flamboie. Chaque jour est un jour de fête dans notre ville.
vous resplendit toujours, un truc comme ça. Les airs sont restés, ouais, les paroles font quelque peu défaut. Voilà, mais c'est déjà très bien. C'est l'école primaire, hein? Voilà, c'est ça. Ça je date connaissais quand même, les animaux malades de la peste en plus. Ok. Ah ouais, d'accord. une citation. Ouais. Donc alors, justement, les animaux malades de la peste. Les animaux malades de la peste. Oui. Un mal qui répand la terreur. Mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom. Capable d'enrichir en un jour l'Aqueron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'envoyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Les tourterelles, les machins, tout se fuyaient. Plus d'amour partant, plus de joie, etc., etc. Très belle récitation. Nous passons maintenant à la rubrique des citations préférées. Vous allez justement nous donner 3 de vos meilleures citations. On explique un peu voilà, le contenu de ces citations. La première. Alors la première, je l'ai dit pendant mon interview, c'est une citation du général de Gaulle qui disait nous l'avons fait parce que nous ne savions pas que c'était impossible. C'est-à-dire, c'est l'effort aussi. Ça magnifie l'effort. Il y a des choses, en regardant comme ça, on se dit que c'est absolument impossible. Mais il faut foncer dedans. Et généralement, on réussit. Okay. Vous allez me trouver un peu bizarre, parce qu'il y a une citation également de Macron que j'aime bien. Nous cherchons en ce moment des jeunes qui cherchent des clients par rapport à des jeunes qui cherchent des patrons. C'est-à-dire, là aussi... Nous cherchons à présent des jeunes qui cherchent des clients et non des jeunes qui cherchent des patrons. Okay. C'est-à-dire que ceux qui cherchent des patrons, ce sont ceux qui cherchent à être embauchés, à se faire embaucher, se faire recruter. Ceux qui cherchent des clients, des clients, c'est des gens qui ont auto-entreprise et fabriquent des choses et cherchent à vendre à des clients. Ça aussi, j'ai trouvé ça très joli. Okay. Voilà. Bon, il y a très probablement une flopée d'autres qui ne me viennent pas, qui ne me frappent pas comme ça. Là. C'est bon, nous, on a le programme français et on a baigné là un peu dedans. D'accord. Ouais. Donc, nous avons eu droit à 2 citations au lieu de 3. Étant donné qu'il y a eu un bonus déjà pour la récitation, nous allons nous en contenter. Et maintenant, nous passons à la rubrique Souvenirs. Nous allons faire défiler une série de photos que vous allez commenter. Eh bien oui, ça c'est la fameuse nuit Burkina PME-PMI avec, comment il s'appelle, c'est Herman Nagalo, qui est à ma droite. Et on venait de me décerner donc un prix dans le cadre donc, de cette... manifestation donc, en soutien au financement de la PME-PMI. Ici, je ne me rappelle plus, je crois que ça doit être à Paris, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, j'étais avec Dondassé qui est au fond, paix à son âme, il est parti. Qui a la cigarette. Qui a la cigarette, c'était le ministre Dondassé, ministre du Plan. Du Plan, d'accord. Oui, et l'autre, je crois, c'est Michel Kafando. Okay. Qui est là, qui était donc récemment chef de l'État. Et Sankara, je pense même là, il devait être Premier ministre. Okay. Et moi, j'étais secrétaire d'État chargé du budget. Ça devait être Premier ministre, sinon Dondassé n'allait pas tenir la cigarette comme ça. Là, c'était à Benghazi, en Libye. Okay. Où nous étions allés rendre une visite d'amitié au président, comment il s'appelle, au colonel Kadhafi. Ça, c'était à ce niveau. Là, je crois que c'est à l'arrivée, je crois que ça doit être Niamey, ça, où on était allé en visite, à l'occasion d'une réunion. Je ne sais plus si c'est la CEAO ou la CEDEAO, je pense. Et là, c'est peu de temps après avoir rencontré mon épouse, c'était quand même il y a à peu près 6 mois, 1 an, que nous étions ensemble. Et puis, j'étais, en dépit de mes cheveux en pareil là, j'étais quand même directeur du budget. Hein. Ok.
Là, c'était au collège de Tounouma. Ah non, pardon, c'était à Lomé. C'était à Lomé, j'étais étudiant à Lomé, à l'université du Bénin. C'est là que la photo a été faite, effectivement. Là, c'était au cours d'une soirée à Dakar. La soirée, je pense, ça doit être l'amicale des Sénégalais de la Banque centrale. Et nous étions venus... Ah mon Dieu, vous êtes rapide, hein, vous avez fait pour monter ça rapidement comme ça. Et là, c'était au football. Et c'était notre arbitre central. Nous jouons contre une équipe de jeunes filles ivoiriennes. D'accord. Ouais. Voilà. Et le président Thomas Sankara tenait le sifflet. Le sifflet. Ouais. Il mettait de l'ordre dedans. Nous sommes à la fin de la rubrique Souvenirs. Nous allons, nous tirons vers la fin de l'émission, mais avant, nous allons suivre une dernière vidéo. Je veux que tu demeures ce que tu es, ce que tu as toujours été, un homme de qualité, un homme de réflexion, et je crois un homme, il n'y a jamais d'homme parfait, mais un homme qui a quelque chose à apporter, quelque chose à dire. Voilà ce que je veux pour toi, avec toute mon affection. Vous dites chaque jour que vous priez, votre prière quotidienne, c'est que Dieu vous donne la force de toujours subvenir aux besoins de ceux qui comptent sur vous. Donc pour cela, vous avez besoin de repos comme tout le monde. Nous prenons tous des congés, vous n'en avez jamais pris. Donc je vous demande de prendre des congés. Et ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que Dieu vous donne la grâce de continuer avec vos projets. Et vous êtes trop famille, que Dieu bénisse vos enfants, votre famille et vous donne la santé et la longévité. Continuer à accompagner les jeunes dans cette dynamique, à les conseiller, à les apprendre à fixer des objectifs, des visions très grandes, très nobles, quand bien même on n'arrive pas à les atteindre. Mais je pense que le monde avance de cette façon-là. Il faut des rêveurs, comme a dit quelqu'un. Il faut des fous pour transformer le monde. Si nous passons le temps à marcher, à regarder nos pieds, nous n'irons jamais loin. Donc je pense que si j'ai quelque chose à demander à M. Barrow, c'est d'accompagner cette action-là et d'amener son groupe ou sa génération de personnes qui avaient réfléchi, qui avaient une vision noble de notre pays, à accompagner le maximum de jeunes. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nos écoles, nos institutions forment des jeunes, des étudiants, des cadres pour être employés, pour être des champions. Alors que de nos jours, on n'a plus besoin des employés, on n'a plus besoin des champions, mais on a plus besoin des employeurs, mais aussi des leaders qui puissent accompagner des hommes à atteindre des objectifs. Non. Je voudrais vous dire merci, Président, d'être un modèle pour la jeunesse burkinabé, d'être tout simplement un modèle pour la jeunesse africaine. Alors, continuez d'être ce que vous êtes, continuez d'être un modèle pour tous les Africains, Président. Je vous remercie. Monsieur Damo Barrow Justin, j'ai eu l'occasion de vous côtoyer pendant votre parcours professionnel et je ne regrette pas de vous avoir approché et d'avoir travaillé avec vous. Le conseil que je peux vous donner pour cette étape de votre vie, c'est-à-dire la retraite, c'est de prendre un peu de repos. C'est vrai, il faut servir les autres, mais il faut se servir, il faut penser à soi-même. Donc l'expérience que vous avez peut vous permettre d'être encore utile. Et on dit que ce qui rend l'homme heureux, c'est d'être utile aux autres. Mais dans ces actes-là, il faut aussi penser à soi-même. Bon, voilà, Barrow, je t'aime. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Surtout quand je suis tombée malade. Même ma famille lui a dit merci parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Il m'a épaulé, il continue à m'épauler. Et ça me fait beaucoup de bien. C'est ça qui fait que je tiens encore la route. Voilà.
réaction par rapport à ces différents témoignages? Mais il y a beaucoup de vérités fondamentales. Là-dedans, tout est dit et bien dit. En tout cas, je prends acte. Je vais essayer de me reposer. Je vais essayer de me reposer, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'après près d'une soixantaine d'années, certaines habitudes ont la peau dure. 67, il y a des habitudes qui ont la peau dure. Je suis le dernier à dormir dans la maison. 2h, 3h du matin. Les médecins me disent non, 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 ça c'est pas bon. Je sais que c'est pas bon. Je demande à mon épouse d'être plus vigilante et de me gronder, de venir me chercher du bureau pour m'amener dans la chambre à coucher. Parce que c'est vraiment sérieux. D'accord. Alors, quel conseil donneriez-vous à la jeunesse pour qu'elle puisse se prendre en main et réussir sa vie tout simplement? Sa vie aussi bien professionnelle, sa vie de famille, sa vie en société. Quels conseils leur donneriez-vous? Alors, les conseils, ils sont nombreux. Parce que nos jeunes de maintenant sont balancés dans les réseaux sociaux, dans un monde qui en toute évolution. Et là, les jeunes ont tendance à oublier souvent l'essentiel. Il faut penser à s'éduquer. J'ai dit, une tête bien faite, c'est irremplaçable. On peut vous retirer tout, sauf ce que vous avez dans la tête. À faire preuve de patience et à être endurant. L'effort, travailler. Moi, je me suis dit, vous savez, je vais vous donner une réaction de ma fille. On partait au village et elle m'a dit, dans la voiture, quand on est arrivé, elle m'a dit, mais le problème qu'elle a, c'est pas parce que c'est très loin là où on est allé. C'est comment son père, elle, s'est débrouillé pour sortir de ce trou, pour devenir gouverneur, pour travailler à Washington au 6e étage, et ainsi de suite, et percer, être ministre et tout ça. Elle dit, c'est là qu'elle se pose des questions. Sinon, le reste, la distance, c'est sympa, ça fait 450 km. Ouais. Donc, c'est pour vous dire, je pense que c'est l'effort. Et je lui ai dit, je ne suis pas le premier. Il y a beaucoup de mes dévanciers qui sont sortis de ce trou et qui sont devenus de grands hommes. Donc, je n'ai pas donné de nom, mais il y en a. Je ne suis pas le premier à Touchana qui soit devenu quelqu'un. Donc, voilà. Je souhaite et je donne comme conseil aux jeunes de travailler. De songer. Tout est à apprendre. Les réseaux sociaux, c'est sympa, mais même ceux qui les ont fabriqués déconseillent à leurs enfants d'y être. Donc, il faut tout mettre en œuvre pour les utiliser et ne pas se laisser utiliser par les réseaux sociaux. Voilà ce que je peux dire. C'est le travail et encore le travail. Okay. Un dernier mot avant la conclusion? Ben, le dernier mot, c'est merci à BF1 de m'avoir donné l'opportunité de dégrainer tout ceci, d'entendre de la bouche de certaines personnes. J'ai donné des noms sans savoir qu'est-ce que ces personnes avaient dans leur tête par rapport à moi. Et ça m'a fait beaucoup chaud au cœur pour tout ce qui a été dit. Je voudrais remercier donc tous ceux qui ont pris la parole pour parler de moi en bien, avec des mots très très flatteurs. Je les remercie du fond du cœur. C'est surtout ça. Et je souhaite à chacun de vivre l'expérience que j'ai vécue moi. Et je n'ai pas un mérite peut-être particulier. Et j'ai toujours dit, c'est un grand merci à tout le peuple burkinabé. Parce que c'est grâce aux impôts. Je n'aurais pas eu de bourse, je ne serais pas arrivé là où je suis. Donc, mes remerciements vont à mon pays en entier, à l'ensemble du peuple burkinabé. Et je n'ai jamais reculé pour consentir des efforts pour ce peuple burkinabé et pour tenir la tête haute et pour éviter justement de poser des actes qui vont porter préjudice à mon image et à l'image de mon pays. Eh bien, merci M. Barrow de nous avoir reçus chez vous. Merci. Chers téléspectateurs, une vie réussie est un acte de foi perpétuellement renouvelé. De foi en soi d'abord, comme le dit Françoise Loranger. Puissiez-vous, chers téléspectateurs, avoir cette foi en vous afin de marcher dans les pas d'illustres personnalités comme les Damo Justin Barrow, notre invité,
Merci beaucoup pour les leçons de vie apprises. À très bientôt, chers amis, avec un nouvel invité.